Quelles énergies pour les missions spatiales avec Julie Payette et Terry Virts. Quelle énergie pour l'exploration spatiale? C'est une question donc qui est importante pour plusieurs raisons. D'abord parce que il n'y a pas d'exploration spatiale sans énergie. Première énergie pour quitter la Terre, énergie pour vivre dans l'espace ou pour recevoir des données ou faire fonctionner des satellites ou des sondes spatiales. Et puis ensuite, lorsqu'on est parti loin, énergie pour revenir de l'espace. Bien entendu, il y a beaucoup d'équipements qui demandent de l'énergie et ça a été au départ fourni simplement par des batteries. Puis après, les panneaux solaires qui ont pris de plus en plus d'importance et qui ont amélioré, comme sur Terre d'ailleurs, leur capacité et leur rendement. Et puis on a commencé à mettre en place des éléments à base de la désintégration radioactive. Je ne dis pas nucléaire parce que c'est pas vraiment nucléaire, c'est pas une fission provoquée et entretenue. Simplement, c'est par, je dirais, par fission naturelle. Et enfin, nous allons évoquer donc les énergies qui sont nécessaires pour aller encore plus loin dans le cadre de l'exploration spatiale, puisque vous savez qu'actuellement, la plupart des agences spatiales à travers le monde sont en train de viser d'une part un aller pour certains, un retour pour d'autres vers la Lune, avec une installation à moyen terme ou à long terme. Et puis ensuite, bien sûr, un peu plus loin, il y a des visions pour aller envoyer une exploration habitée vers Mars. Donc avec nous, Julie Payette et Terry Virts, et je vais demander à Julie de bien vouloir se présenter, bien qu'elle soit bien connue parfaitement au Canada, bien entendu. Julie. Bonjour tout le monde. Ça me fait un grand plaisir d'être de retour à Trois-Rivières. Mon nom est Julie Payette. Je suis astronaute de profession, mais ingénieure de formation. Ingénieur électrique, il s'avère, et parce qu'au moment où je faisais mes études à l'Université McGill, l'ingénierie informatique n'existait pas encore, ce qui me renvoie un peu loin dans le temps. J'ai participé à 2 missions spatiales dans l'espace, les 2 à bord de navettes spatiales pour la construction de la Station spatiale internationale. Je suis arrivée à la NASA en 1996, 4 ans avant mon collègue Terry Virts. Et alors, nous sommes contemporains et nous avons tous les 2 travaillé à la construction de la Station spatiale. Par contre, j'ai eu le grand privilège d'être assignée à la première mission où on faisait une manœuvre d'arrimage à la Station spatiale manuellement. Alors, j'étais sur la 2e mission de construction en 1999 et j'ai vu la station au moment où elle était constituée que de 2 modules. Un module russe qui avait été envoyé dans l'espace l'année précédente à partir de la Russie et un module américain qui avait été joint dans l'espace au module russe quelques mois auparavant. Et donc, j'ai vu cette station spatiale alors qu'elle était minuscule, personne à bord. Il a fallu ouvrir les lumières quand nous sommes arrivés. Par la suite, ma 2e mission était lors de la fin de la construction, pas tout à fait terminée encore, mais très proche. Alors, quand nous sommes arrivés à bord de la navette spatiale, l'équipage et moi, nous avons constaté une énorme station spatiale de la grosseur d'un terrain de football avec ses 4 paires de panneaux solaires. Il y avait 6 personnes à bord. Nous étions 7 à bord de la navette Endeavour. Et donc, ensemble, une fois que nous avons été joints ensemble, il y avait 7 plus 6, 13 personnes à bord de la station spatiale ensemble. Et c'est encore aujourd'hui le record du nombre de personnes à bord d'un véhicule spatial ensemble dans l'espace. Ce record sera un jour effacé ou passer outre et ça sera une très bonne chose. Alors, c'est mon parcours d'astronaute. Je ne suis pas une experte en propulsion, mais les astronautes, nous sommes formés dans à peu près tous les domaines possibles puisqu'on doit être les proxy scientists et les gens qui travaillent sur les expériences scientifiques, qui manœuvrent les véhicules et qui opèrent les vaisseaux spatiaux, ainsi que tous les équipements qui sont à bord. Donc, on devient assez générique, Jack of all trades, comme on dit en anglais. Merci.
Merci Julie. Terry. Oui, je sais en français, on verra. J'étais aussi astronaute, comme Julie, et avant ça, j'ai été pilote d'F-16 dans la US Air Force, et puis pilote d'essai pendant quelques années. Je suis venu à NASA en l'an 2000, et il fallait, à cette époque, il fallait attendre longtemps. Mon premier vol, c'était en 2010. Et c'était la fin de construction. C'était juste après ton dernier vol. C'était la fin de construction. On a installé Node 3 et la cupola. Et puis j'ai attendu quelques années et j'ai volé avec les Russes. La deuxième fois, c'était en Soyuz. Et c'était une mission de 2000 journées. Donc j'ai passé un petit peu de 7 mois en espace. 200 journées. 200, oui. Si tu avais fait 2000 journées, Terry, Non, pas 2000, oui. tu serais vraiment vieux. L'an 2000, mais 200 journées. Je serais, I would be glowing in the dark right now if I did that. We'll talk about that, actually. J'ai quitté la NASA il y a, je sais pas, 7 ans. Je travaille en énergie maintenant. J'ai été un consultant pour une grande compagnie d'énergie pour leur aider dans la energy transition, et aussi je fais partie d'un think tank, un energy think tank qui s'appelle NCEA, the National Center for Energy Analytics. Donc c'est un sujet donc je suis passionné. Michel, je dois dire, Oui. Terry, Oui. tu ne le sais pas, mais Terry, dans son premier vol, a apporté 2 modules. C'était le Ouais. premier vol qui avait Ouais. 2 modules dans le cargo bay dans la soute de la navette. Et l'un de ces modules, c'était la coupole, ou cupola, qu'on dit en Oui. anglais, qui était cet énorme bay window où on pouvait voir la Terre. Moi, j'ai travaillé sur la cupola à Ah oui? Turin avec Ouais. Alenia Spatio pendant des mois. Et d'ailleurs, j'étais là lors du 11 septembre 2001. J'étais à Turin en train de travailler sur la coupole lors de l'attaque à New York. Et Oh, wow. j'ai tellement voulu voir qu'est-ce qu'on voyait dans l'espace de cette fenêtre. Oui. Malheureusement, mon vol est arrivé juste avant celui où Terry et son équipage a amené la coupole. Alors, j'ai jamais vu cette fenêtre, mais tu l'as vue, toi. C'est super, oui. C'est le meilleur endroit dans l'espace. Incroyable. C'est incroyable. J'ai fait un IMAX movie called A Beautiful Planet, et la majorité c'était tourné dans la coupole. Et aussi, j'ai un livre de National Geographic et toutes les photos étaient prises du coupole, donc c'est bien. Tu as regardé Faudrait que j'y où? Dans le retourne. lab? Oui. La fenêtre du lab? Oui. Non, c'est et- super, c'est grand, c'est comme ça, mais c'est pas la coupole. C'est pas la coupole. Oui. Faut que j'y Non, retourne. Ouais. ça semble être vraiment l'endroit préféré des astronautes actuellement. Passer du temps dans la coupole, il y a des dizaines d'appareils photo qui sont suspendus Ouais. dedans. Enfin, Ouais. toutes les images qu'on en a sont et les témoignages des astronautes. Moi, je connais des astronautes français qui y ont passé. C'est vraiment quelque chose pour eux de. Mais quand même, dans le cockpit de la navette spatiale, on voyait quand même assez bien aussi. Oui, oui. Quand La on navette. volait inversé avec les fenêtres Ouais. qui donnaient vers la Terre. C'était quand Mais même- la coupole, c'est une contribution européenne à la Station En plus, spatiale internationale. Donc, Ouais. on en est encore plus content. Alors, donc, merci de ces présentations. Et la première chose, c'est de partir de la Terre. Et là, partir de la Terre, les lois de la physique sont terribles. La gravité. Et il faut quand même beaucoup d'énergie. Ouais. Thierry, raconte-nous un peu comment on est passé, disons, des premières fusées à des premières fusées, des premiers satellites qui mettaient 60 kilos dans l'espace, Oui. aux fusées. Alors, la plus grosse qui ait jamais volé, c'était Oui. jusqu'à présent, c'est 705, et les autres maintenant, et le futur. Je suis né à Maryland, c'est Baltimore, Washington, et il y a un centre spatial là-bas, Goddard Space Flight Center. Et Monsieur Robert Goddard, il a fait la première fusée de carburant liquide. Avant ça, c'était solide, et c'est à cause du liquide qu'on peut quitter la Terre, honnêtement. Et il y a plusieurs types de carburant. Il y a RP, Rocket Propellant, c'est kérosène.
Et ça marche bien. Ça a marché dans Apollo. C'était un fusée de ça. Sur la navette, on utilisait hydrogène et oxygène. C'est un des plus efficaces. Right. Carburant. Maintenant, on utilise méthane. Et c'est un peu moins efficace, mais on peut le faire sur Mars. Donc, et aussi, c'est beaucoup moins cher, c'est beaucoup facile à travailler. Moins dangereux. Donc, moins dangereux. Et Bezos et Elon Musk, tous les deux font leur fusée, leurs motors, leurs engines, utilisent méthane. Oui, parce que, mais par contre, à ma connaissance, les Soyouz utilisent toujours un mélange kérosène, Oui. oxygène. Soyuz is RP, je crois, oui. Oui, c'est kérosène. Le plus classique. Kérosène, oui. Si vous n'êtes pas familier avec la propulsion fusée, la gravité terrestre est bien comprise. On sait qu'on doit s'extirper à une certaine vitesse pour pouvoir intégrer l'orbite. Alors, si on n'atteint pas cette vitesse, on retourne sur Terre. Alors, ce serait un vol suborbital, par exemple. Et cette vitesse, c'est 8 km par seconde. Alors, c'est quand même assez rapide. Alors, si on va en bas de 8 km par seconde, on retourne sur Terre. Si on atteint 8 km par seconde, on va atteindre l'orbite. Et si on a 11 km,2, si vous voulez être précis, par seconde et plus, on peut échapper la Terre. C'est pour ça qu'on appelle ça la vitesse d'échappée de la Terre. Pour pouvoir atteindre cette vitesse, il faut pouvoir avoir une impulsion, une poussée, thrust, Oui. qui est suffisante. Et le problème, c'est la tyrannie. C'est pas moi qui ai inventé le mot. La tyrannie de l'équation de rocket propulsion. Ouais. Parce que plus on veut avoir de poussée, plus il faut de carburant. Et plus on a de carburant, plus il faut avoir de carburant pour pouvoir pousser ce carburant qui pousse. Alors, il y a une limite éventuellement aux fusées chimiques pour pouvoir nous pousser avec beaucoup, beaucoup de poids. C'est pour ça qu'on a des petites fusées d'appoint au début des vols qui se détachent, parce que pour donner cette poussée initiale, pour pouvoir pousser quelque chose de gros. Alors, les fusées chimiques ne pourront pas nécessairement nous envoyer très loin dans l'espace. Mais, par contre, d'autres types de moteurs n'ont pas ce qu'ils appellent l'impulsion spécifique, specific impulse, suffisante pour sortir de l'atmosphère. Alors, il y a deux problèmes. Il faut sortir de l'atmosphère. Une fois qu'on est en orbite, là, il faut pousser pour aller où on veut aller. La Lune, Mars, ou plus loin dans l'espace. Alors, c'est compliqué, mais c'est pas si compliqué. Alors, quand les gens disent it's rocket science, it's actually not that complicated. It's just physics is complicated. Mais ce qui est plus compliqué que physique, c'est économique. Et en plus, Il faut no buck Rogers, c'est l'expression. Et chaque fois qu'on ajoute des solid rocket motors pour tout ce poids, il faut payer. Et ça coûte de l'argent. Donc, c'est pas même le physique, mais c'est aussi tout à fait. L'économique. Oui. Il y a un aspect économique à la fin qui, au départ, il n'y en avait pas vraiment. C'était vraiment dans le cadre du début de la compétition spatiale. Il n'y avait pas les aspects économiques étaient secondaires, mais maintenant que c'est devenu quelque chose de classique, avec une très grosse partie des lancements qui sont des lancements commerciaux. Oui. Il n'y a pas que le lancement des astronautes devient quelque chose d'exceptionnel comparé au nombre de lancements qui se font tous les ans. Il y a maintenant une équation économique importante. Et les boosters, alors l'avantage et l'inconvénient des boosters, de la propulsion solide, c'est qu'une fois qu'elle a commencé, on ne peut pas l'arrêter. Oui. On va quelque part. On espère donc, que c'est en haut, voilà. oui. Mais et donc, après le démarrage, tout va. En fait, au décollage, la navette spatiale était attachée à un réservoir qui, lui, était attaché à deux fusées blanches qu'on appelait les fusées d'appoint, les Solid Rocket Boosters. Et le stack, au complet, tenait sur les tuyères des deux fusées blanches, avec 4 écrous, bolts, par fusée. Donc, 8 écrous, gros écrous, tenaient tout ce stack avec le carburant et c'était attaché à la rampe de lancement sur une plateforme.
Et au moment du décompte, T égale 0, il y avait un effet pyrotechnique qui brisait les écrous en deux pour nous permettre de décoller. Les 8 écrous brisés en même temps, T égale 0. J'en ai chez moi. Moi aussi. Oui. Parce que la NASA Ils nous donnent, elle polisse les écrous en deux, puis ils font pour tenir des livres. Vous savez, là, c'est très lourd, ça tient très bien les livres. Je sais pas. Ouais. Comme book holders. Oui. Puis, mais quand on est sur la navette et puis qu'on se dit, bon, si ça marche pas, Oui. s'il y a un pyrotechnique, une explosion d'écrou qui ne fonctionne pas, je vous assure, on part pareil, puis on s'en va avec la plateforme. C'est certain. Parce que la poussée est tellement forte des fusées d'appoint qu'une fois qu'elle s'allume, on est parti. Ouais. Et elle s'allume 3 secondes après que le moteur principal cryogénique, le moteur cryogénique ait commencé à fonctionner pour vérifier qu'il fonctionne bien. Ça, c'est les 3 moteurs, 6 secondes avant le décollage. Ouais. Ils peuvent les fermer si nécessaire. C'est arrivé, oui, c'est arrivé. Si, c'est arrivé, oui. Quelquefois. C'est arrivé, oui. Mais pas dans nos vols. Non, moi, sur des manips sur lesquels je travaillais, c'est arrivé. Avant le T décollage. égale 0, là, par contre, c'est les Là, solides. une fois que c'est parti, c'est parti. Il y a pas de... Oui. Alors, justement, quelle est la sensation, c'est un petit aparté, donc sur la navette, et puis alors, Terry, vous avez eu la chance de faire de la navette et le Soyouz, alors, sur la navette, est-ce que c'est brutal, est-ce que c'est doux, comment ça se passe? C'est doux. Calm. Sure. Oui. Not shaky. Doesn't shake. No. At all. Yeah. Non, c'est pas les images que j'ai vues. Hein. Well, la première chose que j'ai rencontrée, c'était le bruit. Parce que j'ai volé des avions F-16. Julie et moi, nous avons volé T-38. Mais le son, c'était pas... Je n'ai jamais écouté quelque chose comme ça. Pendant 6 secondes, et je pensais, quelque chose va se passer. Et puis, boum! Et immédiatement, vous êtes à 1,5 G, je crois. Ça monte vers 3 G. Donc, c'est comme rester sur le plafond et inviter 2 ou 3 copains à rester sur toi. C'est comme beaucoup de poids. C'est difficile à respirer. Il faut pousser la poitrine pour respirer, même. Et Julia a un Tesla, c'est comme ça. Mais sur Tesla, c'est juste quelques secondes et puis tu es à vitesse maximum. Mais dans la navette, ça prend plus de 8 minutes. Donc c'est longtemps. Et aussi pour les solides, c'est beaucoup de vibrations. C'est comme quelqu'un te lâche comme ça pendant 2 minutes. Ça fait longtemps. Et j'ai dit, à 2 minutes, je voyais le temps. Et j'ai dit, stand by for a little bang. Did it? Et puis, It didn't. bam! It did. Yeah, there's a AMRAAM motor. There's the motors I didn't hear that. that push the solid rockets away are missile. They're the missiles that your F-18 à Bagotville. C'est le même moteur pour pousser ces choses. Pour pas que ça frappe la Right. Et j'ai dit, stand by for a little bang. Boom! And then I said, or a big one. It was funny. Anyway. So yeah, it was impressionnant. Aussi, il y avait des nuages. Et c'était c'était plein nuit. Et tout de suite, c'était plein journée. C'était avec le feu qui... réflexion sur le nuage. Justement, à propos de ça. Moi, j'ai fait 2 vols sur la navette. Le premier en plein milieu de la nuit, comme toi, mais le deuxième en plein milieu de la journée en Floride. Ah oui. Et lors de mon deuxième vol, je suis MS2. Le flight engineer, je suis l'ingénieur de bord, donc je suis dans le cockpit entre le pilote. Terry avait la position de pilote qui est à droite et il y a un commandant à gauche. Et au moment avant le décollage, quelques mois avant, on fait une répétition à la NASA où on va dans la navette, puis on répète comme si on allait lancer, mais il n'y a pas de carburant à bord et on fait comme si on doit évacuer la rampe de lancement, TCDT. Alors, je m'assois, enfin, on ne s'assoit pas, on se couche sur le siège et on regarde le ciel. Alors, tout l'équipage est sanglé, on est prêt à partir. Et à côté de moi, il y a un astronaute, c'est son premier vol, il s'appelle Chris Cassidy et c'est un Navy SEAL. Alors, c'est un type qui a tout vu dans sa vie. Et
on regarde, et comme il ne se passe rien, c'est la répétition, derrière nous, dans la fenêtre, on voit, il y a comme une tranchée en béton, énorme, de la grosseur d'un boulevard de 4 rues chacun. Alors, on se regarde, on se dit, penses-tu que ça va se remplir de flammes ou de fumée ou d'eau ou de quoi? De quoi ça va se remplir? Alors, on ne peut pas voir parce qu'il faut vraiment se retourner, on est sanglé. Alors, on a décidé de demander un petit miroir. Puis, Chris, pendant le vrai décollage, tenait le petit miroir. Puis, je vous assure qu'au moment où ça s'est allumé, cette tranchée s'est complètement remplie de flammes. Orange, rouge, jaune, c'était épouvantable. C'était comme des flammes qui nous sortaient, et puis là, ça décolle. Et quand ça décolle, comme a dit Terry, il y a énormément de vibrations pendant les premières 2 minutes et demie. Et l'une des autres choses qui arrive lorsqu'on décolle en journée, c'est que lorsqu'on décolle, on décolle en pleine journée, donc il fait soleil, le ciel est bleu, plus ou moins, en Floride. Et on décolle, et à peu près 50 secondes après le décollage, le ciel passe du bleu au noir. Parce qu'on vient de passer à travers la couche de l'atmosphère qui reflète les molécules et qui donne le ciel de couleur bleue. Et en pleine journée, on passe d'un ciel bleu à un ciel noir parce que la vraie couleur du ciel, il est noir. Tu as vu ça? Cool. Moi, non. Ben, C'était noir. C'était noir. Oui. C'était noir, toi. Moi, Et c'était un bleu-noir. Soyuz, on ne voit rien parce qu'il y a un... what's it called? There's a Russian word. I forgot. Fairing. Yeah. Oui, il y a, pendant les premières... Alors, je pense que le mot russe, ailleurs, c'est un mot français. Quoi, Yeah, I là? forgot. Fairing. It's like obelisk. Quelqu'un peut... Les fairing, c'est quoi, la coque? Alors, oui, non, c'est ça, une coiffe, la coiffe. Ouais. C'est la coiffe de la fusée qui protège pendant la première traversée de l'atmosphère. Et ça doit durer 4 ou 5 minutes, quelque chose comme ça. Oui. Et après, elle s'éclate, hein, et après, on s'est libéré. Oui. Oui, le Soyouz, on ne voit pas grand-chose. Oui. Pas pour Alors, les la premières navette, on voit. quelques minutes. Et puis, il y a juste un petit peu fenêtre. Et c'est pas ici, c'est comme ça, et c'est difficile à voir. Ouais. Et normalement, on ne peut pas bouger. On peut pas Oui. Non, c'est comme ça. On est sanglé dans le Ouais. Soyouz. Oui. Il n'y a pas de place. Il n'y a On pas ne bouge beaucoup pas non plus d'échappatoires. dans la navette. Les bras. Ouais. Donc, alors une fois qu'on est parti, une fois qu'on a envoyé des choses, donc il faut de l'énergie, notamment pour les satellites. Et donc, il y a différentes sources d'énergie. Ouais. Donc, je voudrais qu'on aborde les sources d'énergie actuelles qui sont utilisées. Et bien entendu, essentiellement, actuellement, en orbite terrestre, ce sont les panneaux solaires, principalement. Et par contre, dès qu'on va plus loin, et notamment qu'on s'éloigne du Soleil, on est obligé de faire appel à d'autres sources d'énergie, soit pour produire de la chaleur, donc c'est les radioisotopiques heating unit, soit pour produire de l'énergie, donc qui sont les radioisotopiques thermo-électrogénérateurs. RTG, oui. RTG. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ces différentes méthodes et pourquoi, où se font les choix et à quel moment on est obligé de faire un choix drastique? J'étais à JPL. Vous savez JPL, Jet Propulsion Lab. C'est où toutes les missions sur Mars et Jupiter et Saturne. J'étais là il y a 2 semaines. Ils ont reçu une transmission de Voyager. Et Voyager, ça, Non, Voyager, on dit Voyager, Yeah, Voyager. 1 et 2. Voyager, c'est le verbe. Anyway, ça marche toujours. Presque 50 ans après le décollage, c'est incroyable. 47 ans. Oui, 1977. Et c'est juste un petit peu de plutonium et c'est chaud et la chaleur fait de l'électricité. C'est vraiment simple. C'est juste, je crois, 40 watts. C'est moins d'un light bulb. C'est incroyable. Ça marche toujours. Donc, le problème, c'est que nous ne pouvons pas faire les RTG non plus parce que nous n'avons pas la capacité de faire the radioactive material. We just don't have the manufacturing capacity. C'est vraiment un problème pour NASA, pour les missions du futur. Mais c'est indispensable. On ne peut pas aller loin de la Terre parce que plus on s'éloigne du Soleil, évidemment, moins il y a de l'énergie pour les panneaux solaires.
D'ailleurs, cette distance décroît au carré, donc elle est pas linéaire, elle est exponentielle. Et avec on appelle ça RHU et RTG, mais en fait, ce sont des chaufferettes. Des chaufferettes en utilisant la dégradation naturelle d'un élément radioactif. Et ces éléments sont difficiles à faire, mais ils sont minuscules, par contre. Alors, pour, par exemple, un Radio Isotope Heater Unit, qui est une petite chaufferette de désintégration nucléaire, c'est la grosseur d'une batterie 9 volts, à peu près. Et la portion radioactive, elle est la grosseur d'une efface sur le bout d'un crayon. C'est minuscule. Alors, ils peuvent en mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça pèse pas beaucoup et ça donne suffisamment de chaleur pour que les instruments à bord ne gèlent pas dans le vacuum de l'espace. Et encore aujourd'hui, les missions spatiales qui vont loin ont des petites chaufferettes de ce type thermonucléaire dans leur design. L'autre, c'est un générateur, parce qu'il faut aussi de l'électricité pour que les antennes fonctionnent, pour qu'ils puissent communiquer avec la Terre. Et Terry vient de le mentionner, les sondes Voyager 1 et Voyager 2, Pioneer 11 et Pioneer 10 as well, et puis encore New Horizon, qui est allé à Pluto il n'y a pas très longtemps, sont toutes équipées de ces petites chaufferettes et ces générateurs thermonucléaires, et ça fonctionne extrêmement bien. Leur durée de vie sont possiblement 1 siècle. Alors, Voyager va continuer à fonctionner encore longtemps, mais on a eu peur, hein? On pensait qu'il ne fonctionnait plus, Voyager 1, mais ils ont réussi à... Ça marche maintenant. Ça marche maintenant, 47 ans plus tard. C'est formidable. C'est formidable. Même Perseverance sur Mars, c'est un RTG. Les premiers rovers avaient les panels solaires, mais c'est pas bon. Il y a de dust là-bas. La poussière. La poussière. Et aussi, il y a la nuit, et donc ça ne marche que la journée. Et, RTG, c'est vraiment mieux. Oui, actuellement, donc les radios isotopiques thermogénérateurs sont faits à partir la fission normale et naturelle d'un produit qui n'est pas lui naturel, qui est le plutonium. C'est du plutonium qui est un sous-produit des centrales nucléaires et qui est assez difficile à extraire d'abord des barres d'uranium qu'on retire des centrales nucléaires et ensuite il faut l'oxyder pour que ça fonctionne. Donc c'est vraiment c'est une technologie très délicate et actuellement il y a 3 pays qui maîtrisent cette technologie, c'est les États-Unis, la Russie et la Chine. À peu près les autres, il y a des débats pour faire des RTG ou des RHU à partir d'un autre élément artificiel plus facile à fabriquer qui serait l'américium. Mais les quantités sont infimes. Or, dès l'instant où on veut aller loin, non pas alors pour les RHU, c'est pas grand-chose, mais quand on veut faire de la production électrique pour aller au-delà de Jupiter, vers Saturne, etc., là, il faut quand même... Ça se fait des kilos quand même. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez difficile. Mais c'est vrai que sur Curiosity, qui fonctionne toujours donc depuis 2012 maintenant, ça fait 12 ans, donc Curiosity, c'est un rover de la NASA qui est sur Mars et qui continue à fonctionner, et sur Perseverance, donc, qui est arrivé en 2021. Donc là, ce sont des RTG, je dirais, traditionnels à base de plutonium qui fonctionnent. Et c'est le baseline, ces petites chaufferettes génératrices, c'est le baseline pour Dragonfly. Dragonfly, c'est la prochaine mission de la NASA, on espère que ça va aller, qui devrait décoller en 2026 pour arriver à Titan, la plus grosse lune de Saturne, 8 ans plus tard, donc 26-34. Alors, et puis elle va faire, c'est un rotorcraft, hein? C'est comme un rover, non, un drone. Helicopter, un drone, merci. Un drone. Alors, c'est comme un drone qui va se poser sur Titan, qui va aller se promener à divers endroits. On espère y trouver peut-être du matériel prébiotique, des glucides non digestifs qui se trouveraient dans les anciens cratères. Mais tout ça est à voir, mais le baseline pour ça, ce sont des MMRTGs. Oui, alors la différence avec les MMRTG, c'est que dans les RTG
actuelle, la production d'énergie se fait de façon passive par l'effet Seebeck, donc il n'y a pas d'élément mécanique à l'intérieur. Il n'y en a jamais eu, ouais. Alors que le MMRTG, c'est un moteur Stirling qui est alimenté par la chaleur, et là, ça pose des questions parce qu'il y a un élément mécanique qui bouge en permanence, de compression et de décompression, et donc les risques de dysfonctionnement sont plus élevés, je dirais, qu'avec les RTG traditionnels. Par contre, ils sont beaucoup plus puissants, ils sont beaucoup plus efficaces au niveau du rendement, parce que la production électrique du RTG normal par rapport à la production thermique n'est pas suffisante en fait. On perd beaucoup d'énergie par le thermique. Mais donc voilà, donc il y a beaucoup d'études actuellement, et ça nous amène à regarder un peu, parce que à un moment donné, notamment pour les premières missions vers la Lune, on n'utilisait pas des RTG, notamment dans les volabilités, on utilisait des cellules, des fuel cells, des fuel cells donc qui sont piles à base à combustible. Des piles à combustible dont on parlait il n'y a pas longtemps, à base d'hydrogène et d'oxygène. Donc, pourquoi est-ce qu'on les a abandonnés? On sait pourquoi on a abandonné cette technique relativement neutre. Je ne sais pas si c'est abandonné, mais il faut de l'oxygène. Donc, il faut toujours lancer plus d'oxygène. Et pour les panneaux solaires, il ne faut pas. Il faut juste avoir le soleil. Oui, mais quand on va loin, au-delà de Jupiter, enfin Jupiter déjà, Jupiter est à la limite, puisque la mission de JUICE qui est partie, elle est partie avec des panneaux solaires qui sont énormes, qui font des centaines de mètres carrés. Oui, mais un fuel cell dépend sur l'oxygène, et c'est vraiment, oxygène, c'est de l'eau. Et l'eau pèse beaucoup, c'est vraiment dense. Mais c'est pour ça, parle sur Mars. Ça pourrait être utile sur Mars. Sur Mars, oui, il y a de l'eau. Mais il faut faire un refinery sur Mars pour... Il faudrait raffiner la glace pour en faire de l'hydrogène et de l'oxygène. Et on en a entendu parler tantôt que ça prend beaucoup d'énergie et puis que cette énergie n'est pas très propre. Monsieur Sabine, vous êtes là. Il y avait une conférence avant qui a parlé de ça en particulier. Mais moi, je reviens à la navette spatiale. Pour un véhicule qui va dans l'espace, qui reste en orbite quelques semaines et qui revient, on met le carburant à bord, hydrogène liquide, oxygène liquide, et on apporte ça là-haut. Mais le concept de la pile à combustible était parfait parce qu'on combine hydrogène, oxygène pour faire de l'énergie et de l'eau. Et donc, l'eau était produite à bord directement comme un sous-produit de la combustion, qui était brillant. Mais sur la navette, il n'y avait pas de panneaux solaires. Pardon? Non, il n'y avait pas de panneaux solaires sur la navette. Non. Sur la navette. Alors que sur les Soyouz, il y a des petits panneaux solaires. Mais ils n'ont pas de pile à combustible. Il n'y a pas de pile à combustible. Et sur la navette, surtout. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'énergie primaire est généralement produite par les panneaux solaires ou les cellules, les fuel cells. Mais, en fait, tout passe par une batterie. L'énergie primaire n'est pas utilisée directement. Et en fait, elle alimente des batteries de stockage qui ensuite servent à alimenter en fonction des besoins les différents instruments. Ça dépend dans quel véhicule spatial vous êtes. Si vous êtes sur la station spatiale, et Terry a passé 6 mois là-haut, donc il peut vous en parler encore mieux que moi. La station spatiale, elle a une partie de son orbite dans l'obscurité, une partie de son orbite en plein jour. Alors, tous les 45 minutes, c'est obscurité, soleil. Pour maintenir un flot continu de courant, il faut stocker les parties d'installation en batterie pendant la partie obscure. Pour la navette spatiale, c'est continu parce que c'est une pile à combustible qui, elle, fournit l'énergie constamment, irrespectueusement de l'installation. Mais par exemple, sur Persévérance, il y a une production continue d'énergie par le RTG. Mais par contre, il y a des batteries et la gestion de l'énergie est particulièrement difficile parce qu'il y a notamment une expérimentation qui s'appelle MOXIE, qui fabrique de l'oxygène pour tester la fabrication d'oxygène, qui demande énormément d'énergie. Et donc, elle ne fonctionne que de façon très brève, d'une façon générale. Et pendant ce temps-là, les autres instruments ne peuvent pas fonctionner. C'est clair qu'il y a un problème de gestion d'énergie. Terry, à bord de la station spatiale, il y a le système russe qui fait de l'oxygène. Oui, aussi américain. It's called electrolysis.
C'est la même chose pour faire hydrogène ici dans le nouveau énergie economy. On met de l'électricité dans l'eau et ça it splits the hydrogen and oxygen. Voilà. Et ils jettent l'hydrogène, par contre. Ils rejettent l'hydrogène. Les Russes jettent l'hydrogène. Les Américains ont un nouveau système. Nous prenons le carbon dioxide qu'on respire et combine that with hydrogen. It's called a Sabatier reaction. And that makes water and methane. So you can actually make water with the hydrogen from pyrolysis, or not Electrolysis. Huh? yeah, electrolysis. And you can make methane, which could be Use as rocket fuel. So it's an interesting, the Sabatier reaction is very important. Oui, c'est considéré comme Qu'est-ce une qu'on fait avec hypothèse l'eau pour les on martiens. the shuttle, the fuel cell water? We checked it jettison out, it, or- except when we're docked to the station, and then We gave remember them we would. the water, yeah. And on my, can I tell Yeah. an anecdote? Of course, yeah. You'll like that one. So, je vais passer en français. Donc, la navette produisait son énergie et aussi son eau. Mais évidemment, c'est du carburant apporté du sol. Et quand on revient au sol, on remplit les réservoirs de nouveau avant la prochaine mission. Donc, on a besoin de ce carburant. Par contre, lorsqu'on est attaché à la station spatiale, surtout dans les premiers vols, on transférait de l'eau à la station spatiale qui, elle, ne produit pas son eau avant d'avoir les systèmes dont Terry vient de nous parler. Ça, c'est venu après mon deuxième vol. Alors, on transférait de l'eau dans des sacs. Mais ils avaient aussi un nouveau système qui s'appelait Wastewater Recycle. What was the name of the system? Yeah, Whatever. the WHC. C'était un système de recyclage d'eau usée. Oui. Il venait d'être installé et nous, on arrive, la navette, et évidemment, on a dans nos réservoirs internes, lorsque la pile à combustible fait de l'eau, ça va dans un réservoir, plusieurs réservoirs d'eau potable, et on a un réservoir d'eau usée. Puis, il y a exactement dans les réservoirs d'eau usée ce que vous pensez. Alors, dans le réservoir d'eau usée, on met ça dans un sac spécial et on appelle ça condensate water. Et en général, c'est le pilote qui s'occupe de cette manœuvre, de bien connecter le réservoir. C'était les jaunes et les marrons et les couleurs étaient différentes, oui? Bleu, Oui, vert. il fallait pas se tromper. C'était super compliqué et high stress. Yeah. Alors, le pilote, on donne ça au meilleur, évidemment, meilleur astronaute, pour connecter. Alors, on remplissait un sac de condensate water pour qu'il puisse tester dans la station spatiale le recyclage et de faire de l'eau potable avec cette eau usée. Ouais. Alors, on était dans le pont inférieur de la navette et le pilote, Doug Hurley, était en train de faire cette manœuvre. Et là, le commandant de la station, qui était russe, Gennady Pedalka, est descendu puis il a dit « Where is that condensate? » Et puis Mark Polanski, le commandant, il dit « Voilà, voici le sac. » Et lui donne, il dit « Great, I will take it. I will process it and you will drink it. » That's Gennady. Alors, We drank it and it was good. Yeah, c'est normal. Le café d'hier devient le café de demain. oui. Alors, théoriquement, l'eau potable est potable, mais il y a quand même des réticences, je dirais, psychologiques d'une façon générale à l'utilisation des eaux, de l'eau recyclée à partir des eaux grises. Mais même l'eau ici dans l'hôtel, qui sait d'où ça venait? Ah ben, Ça existait pendant des siècles, oui. de toute façon, l'eau est toujours recyclée par définition. Mais Moi, je dis de l'eau, c'est de l'eau. De l'eau, c'est de l'eau. H2O, c'est de l'eau. Quand c'est Et propre. on rajoute un peu de sel, un peu de sel avec un S et des minéraux, parce que de l'eau, je ne sais pas, vous avez déjà goûté à de l'eau H2O avec rien dedans, c'est pas bon. Alors, on rajoute des minéraux, des sels, et c'est très bon. Ça Oui, fait non, de mais il l'eau. faut rajouter un peu de De l'eau. un peu Oui, de c'est l'eau, c'est de normal, l'eau. ouais. Ouais. Il faut rajouter l'eau. Mais c'est il de l'eau. fallait aussi ajouter des chimiques. De l'eau du fuel cell, c'était juste H2O. C'est ça. Et il fallait
ça goûte vraiment mauvais. Non, c'est très mauvais. C'est comme acidique ou quoi. Donc, il fallait ajouter, I forgot what, something. Yeah, minerals and Minerals, salts and yeah. whatever. Salt and... Alors, Ouais. oui, parce que c'est un pH 7, mais il faut le stabiliser avec un mélange acide. Il faut le tamponner en fait pour Ouais. pour que nous on puisse Oui. le boire, parce que autrement dès qu'on l'absorbe, la combinaison fait une sensation soit acide, soit basique, mais surtout acide, parce que c'est pas stable. Enfin, elle est déstabilisée chimiquement immédiatement. Alors, donc, l'énergie, elle sert elle peut produire de l'eau. Et là, actuellement, donc, on est en train les agences spatiales, hein, toutes, sont en train de prévoir des destinations plus lointaines, qui sont donc la Lune et surtout Mars, pour lesquelles le réapprovisionnement en eau ou en énergie pose des problèmes, et donc il faut produire de l'énergie sur place. Les problèmes sur Mars et sur la Lune ne sont pas du tout les mêmes, mais on va peut-être commencer par parler un peu de la Lune, parce que sur la Lune, actuellement dans les plans qui existent, alors il existe deux plans contradictoires un peu sur la Lune. Pour aller sur la Lune, il y a d'une part l'accès direct à la Lune qui a été proposé et acheté par la NASA comme seconde option, qui est proposée par SpaceX, c'est-à-dire on envoie des fusées qui atterrissent directement sur la Lune. Et puis il y a un deuxième programme, qui est un programme avec une station orbitale autour de la Lune, qui est actuellement la mission de référence de l'Agence spatiale américaine, Ouais. hein, pour l'occupation permanente de la Lune, avec donc on dessert cette station spatiale qu'on appelle le Gateway, qui tourne autour de la Lune en 6 jours. Et à partir du Gateway, au bon moment, on va atteindre la surface de la Lune, et puis au bon moment, on repartira de la Lune pour revenir vers le Gateway, et à partir de là, on reviendra vers la Terre. Donc dans tous les cas, il y a des problèmes d'énergie. Et donc actuellement, sur la Lune, on envisage bien entendu des panneaux solaires, mais pas que, parce que la période noire est quand même assez longue sur la Lune. Donc un peu la question qui se pose, c'est 2 semaines. qu'est-ce qu'on peut trouver comme Oui. solution pour conserver l'énergie, ou surtout produire de l'énergie sur place. Sur place, sur la Lune. À mon avis, il faut un réacteur nucléaire. Il faut un fission reactor. Les batteries ne vont pas durer pendant 2 semaines. Et les personnes doivent beaucoup d'énergie. Un humain. Un robot, c'est moins, mais même un robot a besoin d'électricité pour survivre. C'est vraiment froid, moins 200 degrés, je crois, même moins. Ouais, on peut descendre à moins 120, moins 130. Le sol descend, mais après, ça dépend aussi de l'endroit où l'on est, parce que s'ils vont explorer des cratères, parce que l'objectif, c'est d'explorer les cratères, notamment ceux qui sont en permanence à l'ombre, enfin, les parties de cratères qui sont en permanence à l'ombre, où là, il la fait température... plus froid que le Québec. Ouais, plus froid. Ouais. Et donc, là, il y a des problèmes. Alors, les problèmes ne sont pas que des problèmes d'énergie, parce qu'à moins 200 degrés, les matériaux changent de nature. Oui. En fait, il faudra des sources d'alimentation variées dépendant de la situation. Mais c'est clair que si on envoie des humains qui ont des besoins constants, doivent avoir une source d'alimentation électrique qui est fiable, qui est efficace, qui est robuste, qui a pas besoin de beaucoup d'entretien, donc low maintenance. Il faut que ça fonctionne, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, qu'il fasse noir, qu'il fasse pas noir, qu'il fasse chaud, pas chaud. Donc, ce type de génération de puissance électrique, c'est pour l'instant ce qu'on connaît le mieux, c'est avec de la fission nucléaire, ce qu'on appelle fission surface power. Oui. Moi, je vous dirais que j'ai bien hâte qu'on règle le problème de la fusion nucléaire, parce que ça va être beaucoup mieux, puis ça va faire plus d'énergie et moins de déchets. Mais il faut la lancer quand même. Parce qu'il manque beaucoup d'énergie. Le problème, c'est pas juste physique, c'est économique aussi, parce que ça coûte Toujours. combien pour la Lune, pour l'espace. Je crois que SpaceX, il coûte $50,000 par kilo maintenant pour envoyer une bouteille de Pepsi sur la ISS. Mais pour la Lune, ça doit être au moins 10 fois plus cher.
Alors, c'est un débat qui a lieu. Alors, il y a un débat public qui existe aux États-Unis, hein, puisqu'il y a eu des rapports, notamment le rapport de Griffin il y a au mois de janvier, hein, qui remet en cause les chiffres, parce qu'il dit qu'effectivement, ça va coûter extrêmement cher. Ne serait-ce que pour y aller. Là, mais si on parle de rester sur la Lune, avec des gens qui restent en permanence, en sachant qu'effectivement, donc les FSP, les Fission Surface Power Generator, sont actuellement prévus pour 10 kW, et on estime qu'il en faut 3 par astronaute. Je crois qu'éventuellement, ils vont arriver avec la fission, mais avant, ils peuvent vraiment déployer des panneaux solaires. Et la technologie des panneaux solaires, même sur la station spatiale, a beaucoup augmenté dans les dernières années. Quand mon premier vol, on avait les anciens panneaux solaires qui sont là. La technologie des cellules photovoltaïques était très inefficace, mais elle permettait de donner la puissance nécessaire. Mais depuis, on a remplacé, enfin, on n'a pas remplacé, on a mis des petites des ROSAs. Ça s'appelle des ROSAs. Roll Out Solar Arrays. Et on les a mis, comme si ça, c'est la grosse panneau solaire de la station, on a mis un petit panneau solaire devant et on utilise les deux maintenant parce que les autres, elles étaient dessinées pour 15 ans et elles sont dans l'espace depuis plus de 24 ans, donc elles se sont dégradées, c'est normal. Ouais. Et en mettant le petit panneau solaire qui est beaucoup plus avancé au niveau de la technologie, et on peut à ce moment-là générer quand même des kilowatts de plus pour la station et ça peut être utile sur la Lune. Mais Terry peut parler de comment les panneaux solaires peuvent être moins agréables sur Mars. Oui, bien sûr. Le Mars est plus loin du Soleil, mais aussi la nuit sur Mars, c'est juste 12 heures. Sur la Lune, c'est 2 semaines. Et c'est la nuit qui est vraiment le problème pour le solaire, parce qu'il faut des batteries immenses. $500 par kilo, c'est... ouais. $50,000. Dans orbite de la Terre, mais sur la surface de la Lune, c'est, je ne sais pas, c'est des centaines de dollars, je crois. Ah oui, donc c'est très, très, très cher. Ouais. Donc là, on est rattrapé par les conditions économiques. Hein. C'est sûr que l'exploration va se heurter à un moment donné à la réalité financière. Donc sur la Lune, pour la première, il y a plusieurs phases quand même sur l'exploration de la Lune. Il y a une phase qui va être le retour vers la Lune et l'exploration pour des séjours courts, de quelques heures ou de quelques jours. Artemis 3, je ne me rappelle plus quelle est la prévision, mais c'est quelques heures. On ne sait pas quand. Artemis 3, d'abord, c'est pas tout à fait décidé, mais ce qui est décidé, c'est où on va atterrir. Tout le monde s'en va vers le pôle sud de la Lune pour plusieurs raisons. La principale étant que dans le pôle sud de la Lune, il y a des zones éclairées constamment et il y a des zones qui sont dans la noirceur, dans le fond des cratères, constamment. C'est en permanence noir et dans ces fonds de cratères, avec les rovers qui ont été sur la Lune, puis le Moon Observer, les satellites autour, il y a de la glace. Ouais. Est-ce qu'on peut utiliser cette glace pour justement faire de l'eau et de l'eau de l'atmosphère? C'est la raison pour laquelle on retourne à la Lune. Et tout le monde converge vers le pôle sud. Alors, ce sont les Indiens, les Russes, les Chinois, les Américains, puis les Canadiens en partenariat. Donc, on s'en va tous au pôle sud pour pouvoir exploiter cette ressource, mais aussi utiliser le fait que l'insolation au pôle sud, il y a des endroits où il n'y a pas cette nuit de 365 jours, je ne sais trop. Alors oui, il y a des pics de lumière qui sont éclairés en permanence. Le problème, c'est qu'ils ne sont quand même pas côte à côte. Pardon? Il y a quand même des kilomètres. Ah oui. Ah ben oui. Mais ça, quand on parle des cratères qui sont en permanence à l'ombre, ils font plusieurs milliers de mètres de profondeur. Et donc, ils ne sont pas accessibles avec un bâton de berger. C'est pas simple, oui. Et c'est aussi 40 degrés Kelvin. Oui, c'est extrêmement froid. C'est extrêmement froid. Il faut des robots qui peuvent marcher en 40 degrés Kelvin, nucléaire. Et on ne sait, ce n'est pas sur la surface. C'est, je ne sais pas, 10 centimètres, quelques mètres, on ne sait pas la profondeur, oui. Alors, on ne sait pas. Dans les cratères, on ne sait pas.
Dans les cratères, on ne sait pas parce que Il c'est faut un de mining. l'eau de condensation. Ouais. C'est de l'eau de condensation au cours des milliards d'années qui ont précédé. Et on ne sait pas si on connaît pas la quantité. On n'a Right. aucune idée de la quantité. Combien? Et la glace d'eau à 30 Kelvin, enfin donc à moins 240 degrés, c'est pas la glace qu'on trouve dans l'eau du bar. Hein. C'est la du raison béton. pour Hein. laquelle, présentement, si vous suivez ça un petit peu, c'est extraordinairement excitant ce qui se passe. Parce qu'on retourne à la Lune après plus de 50 ans. Moi, je ne sais pas à propos de Terry, il nous le dira, mais j'ai été inspirée quand j'étais jeune par l'émission Apollo vers la Lune, alors que Oui, bien pourtant, sûr. Oui. il ne me ressemblait pas du tout, puis il ne parlait même pas la même langue que moi quand j'étais petite. Mais j'étais inspirée, c'est très inspirant de retourner à la Lune, mais on va aller répondre à ces questions. C'est compliqué, la Lune. Ah oui, c'est... Plus compliqué presque que Mars, parce que ça demande plus d'énergie pour atterrir. Alors, c'est vrai. Et puis bon, Mars, c'est encore très théorique pour l'instant. Ouais. Alors que la Lune, les gens travaillent dessus et on considère que la Lune est une marche pour aller vers Mars ultérieurement. La présentation qui en est faite, c'est que on va acquérir des nouvelles technologies, on va valider des technologies, notamment au niveau de l'énergie, des FSP notamment, et des pratiques, comment gérer la poussière, bien qu'elle ne soit pas la même sur la Lune que sur Mars, parce que sur la Lune, elle est extrêmement abrasive, parce qu'il n'y a pas du tout d'érosion par le vent, etc. Alors que sur Mars, la poussière, il y a beaucoup de poussière aussi, Oui. mais elle est moins abrasive parce Oui. qu'il y a des tempêtes permanentes et que les grains sont moins aigus. Right. Donc, les problèmes d'énergie se posent à peu près de la même façon. Le problème de l'accès à la surface est un peu différent parce que sur Mars, il y a quand même une atmosphère qui peut aider un peu à arriver dessus, à atterrir. Comme le... Oui, on utilise un heat shield pour ralentir un petit peu. Et ça peut aider, mais l'atmosphère, c'est vraiment mince. It's very thin. Ténu. It's presque n'existe pas. So I've heard it said that the atmosphere at Mars, it almost hurts more than it helps. Because on the moon, il ne faut pas a heat shield. So that's a whole thing you don't have to bring. But on Mars, you have to do it, but it doesn't slow you down that much. So I don't know. On Earth, it stops you. On Earth, And sur la burns Terre, il faut pas un moteur, il faut juste un heat shield et tu vas ralentir. Mais sur la Mars, on a besoin de tous les deux. Donc je ne sais pas si ça pèse moins. Alors, moi, ce que j'ai, quand on a regardé ces aspects-là, c'est un avantage parce que ça permet d'économiser du carburant pour freiner, Oui, mais c'est un inconvénient, c'est-à-dire qu'on ne peut pas atterrir directement sans Ouais. protection. Ou bien il faudrait perdre énormément de vitesse et donc c'est énormément de masse, de carburant pour freiner, parce que quand on arrive sur Mars, on Ouais. arrive à 13 km par seconde. si vous avez du temps, vous pouvez faire plusieurs Aérofreinage. orbites et chaque orbite ralentir un petit peu. Mais il faut des grands panneaux solaires. C'est ce qui- Oui, mais il y a un problème qu'on n'a pas discuté encore. Ça, c'est la radiation pour les humains. C'est le problème le principal. Et avec les gens, on ne veut pas prendre quelques mois pour ralentir parce que c'est la radiation. Oui. Affreux. Alors, Ouais. l'aérofreinage a été fait par la sonde européenne TGO, Trace Gas Orbiter, et ils ont mis 16 mois pour ralentir et pour arriver, non pas pour atterrir. Où ça? À Mars? Sur sur Mars? Mars. OK. Le Trace Gas ExoMars? Orbiter, No, that's a European one. c'est une Ok. sonde, c'est la sonde européenne Oui. c'est la première partie d'ExoMars. ExoMars, oui. Alors, c'est Voilà. la première partie. ExoMars Oui. était en deux parties. Il y avait Oui. donc le Trace Gas Orbiter. 16 mois. Ils ont mis 16 mois pour Oui. ralentir Oui. et se mettre en orbite circulaire. Oui. Même pas atterrir, se Il mettre en reste- orbite circulaire. Wow. Il reste que si on fait les calculs avec les vitesses pour transit et les vitesses pour ralentir autour de l'orbite, orbit capture, aero capture, Ouais. call it what you want, puis ensuite l'énergie nécessaire pour aller de l'orbite de la Lune ou de Mars jusqu'au sol se prend moins d'énergie pour aller à Mars que d'aller à la Lune parce que la Lune n'a pas d'atmosphère. Et quand on arrive, et puis plus on arrive près d'un astre,
même un petit astre comme la Lune, la gravité de la Lune nous tire et on accélère. Alors, on va plus vite que quand on est parti. Et il faut ralentir, et ça demande beaucoup d'énergie pour ralentir à la Lune, et ensuite beaucoup d'énergie pour se poser. Par contre, ça demande moins d'énergie pour décoller de la Lune que sur Mars, parce que la gravité lunaire est moins grande. Alors, il y a des avantages et des avantages, mais Il n'y a pas d'atmosphère aussi. Exactement. Ouais. Et, On verra comment ça va aller avec les humains. Les humains, ça complique tout. L'avantage d'un robot, c'est qu'on peut l'arrêter. Non, on peut le lancer puis l'envoyer cracher. Tandis que les Ils ne humains, plaignent pas aussi. on va pas They don't tellement complain l'arrêter. either. Yeah. Enfin, quand on l'arrête, on sait que ça ne va pas repartir. They don't complain. Perseverance, si vous vous rappelez, qui était arrivé en août 2012, en plein Jeux olympiques de Londres, je me rappelle, il l'avait entouré de ballons. Et puis, ils l'ont comme lancé, puis il a rebondi, puis les ballons se sont dégonflés, puis le petit robot est sorti. Vous imaginez les astronautes là-dedans, vous? J'boing, j'boing. Yeah. Non. Non, mais maintenant, La CSST va se mettre sur Persévérance, ils sont arrivés avec un parachute. Hein. Ils sont arrivés. Ben oui, mais ça, c'est pas très efficace. Mais là, ce qu'il y a, c'est que pour atterrir sur Mars, on est obligé de combiner plusieurs systèmes. Sur la Lune, alors je mets entre tous les guillemets, c'est simple. Parce que sur la Lune, on arrive, on a des moteurs et on ralentit. C'est les moteurs qui ralentissent, point. Oui. Donc, On espère. Il y a une seule équation. Oui. Il n'y a qu'une seule équation. Oui. Sur Mars, il y a d'abord la capture qu'il faut faire. Il faut arriver à la bonne vitesse, au bon endroit pour être capturé en orbite. Parce qu'il n'y a plus depuis Viking. Non, pas depuis Viking, mais on est capturé en orbite, mais pour un temps très bref. Et après, on va combiner le heat shield, donc le bouclier thermique pour freiner au départ. Ensuite, le parachute. Et après, une descente avec des rétrofusées, avec des fusées pour la phase finale. On ne peut pas arriver directement en parachute, notamment pour les vols habités, ce ne sera pas possible, et même pour le matériel qui va descendre, puisque ce qui est prévu, c'est de délivrer à la surface de Mars 65 tonnes. C'est énorme. Actuellement, Persévérance, c'est 1,2 tonne, c'est pas 65 tonnes. Donc, et probablement des gens vont être obligés de changer de technologie, parce que pour faire atterrir 65 tonnes sur Mars, les parachutes ne sont pas assez grands pour freiner. Non, bien sûr. Hein? L'atmosphère n'est pas assez dense pour pas assez freiner. dense. Ouais. Pour faire le travail, les travaux, moi j'ai travaillé un petit peu sur les aspects pour faire atterrir le rover d'ExoMars qui atterrira peut-être un jour sur Mars. Oui. Sur Mars. Le parachute, il a des drisses qui font la hauteur de la Statue de la Liberté. Oui. Et il a une surface de près de 1000 mètres carrés. C'est énorme. Ouais. Et donc, ne serait-ce que pour le plier, le tasser, et ça fait de la masse aussi, et garantir qu'il va se déployer de façon convenable, parce que plus c'est grand, plus le déploiement du parachute est problématique. Oui. Et donc là, on voit bien qu'on atteint les limites même de la capacité Des parachutes. d'atterrissage. On va trouver une autre solution. On n'a pas le choix. Il n'y a pas le choix, mais le problème, c'est que toutes les solutions ne font que rajouter de la masse. Ouais. Et donc, il faut encore plus d'énergie pour freiner, Ouais. pour l'envoyer et ensuite pour freiner. Donc ça, sur Mars, c'est un problème. Donc, comment est-ce qu'on peut faire dans ces conditions Alors, sur Mars, il y a même des hypothèses qui sont des éoliennes sur Mars, Wind turbines. des wind turbines sur Mars. Pour faire de Pour faire de l'électricité? l'énergie, oui, pour faire de l'électricité. Je crois que non. Ça doit être 1000 mètres. Parce que l'atmosphère n'est pas dense. Voilà. The Reynolds number n'est pas suffisant, je crois. Alors, non. alors les gens qui ça fait partie des... Et le vent ne souffle Pas tout le temps. tout le temps. Oui. Et quand Alors- il souffle, c'est pas nécessairement quand on en a besoin. Oui. Parce que Et même si ça souffle vraiment rapidement, il n'y a pas de densité. Il n'y a Donc, pas de densité. il Il n'y a faudrait pas des de pales poussée. éoliennes Alors, probablement 10 fois plus grandes que Oui. celles qu'on Oui, utilise oui, sur Terre. oui. Mais vous avez vu le film The Martian, Le Martien?
avec Matt Damon. Et on le laisse seul sur Mars parce que son équipage décolle, parce qu'il y a une tempête de poussière martienne. Oui. Alors, ça arrive des tempêtes de poussière martienne, mais quand tu as une atmosphère très ténue, très mince, peu dense, bien que le vent peut aller jusqu'à peu près 100 km à l'heure, on a calculé au pire à Mars, elle ne pousse pas grand-chose parce qu'il n'y a pas de densité à pousser, il n'y a rien à pousser. Et il faudrait vraiment être très intelligent pour pouvoir utiliser. Et en plus, je lisais dernièrement sur les scientifiques qui regardent les tempêtes de poussière sur Mars, le dust storm, et elles arrivent de temps en temps et elles couvrent presque l'équivalent d'un continent entier ici. Puis là, ensuite, il n'y en a pas pendant 8 ans. Alors, imaginez, vous construisez des grosses éoliennes. Oui. Oui. Et puis là, il n'y a pas de tempête pendant 8 ans. Il faut des grandes batteries. Alors ça a été publié, c'est pour ça que j'en parle. Hein. C'est quelque chose que ça a été publié. Il y a un mythe. Et alors, la seule limitation que voyaient les auteurs, c'était comment amener ces grandes pales à partir de la Terre. Parce que si on fait des pales de sur Starship, 100 mètres ou 150 mètres, oui, mais même 150 mètres de long, en matériaux légers, donc difficilement assemblables, donc ce soit des monos. La puissance nucléaire, c'est tout ce qu'on peut faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est en biologie ou dans les domaines biologiques? Parce que à Ames, ils ont un groupe complet, à NASA Ames, un groupe de recherche en biologie synthétique. Et ils regardent justement pour les missions lointaines et un jour peut-être le vol interstellaire, de pouvoir construire à partir de myocyle de champignons. Parce que si on envoie supposément des bactéries de champignons, c'est The Last of Us, the series. Oui. Je ne me rappelle plus le nom on peut envoyer des petites quantités de ce type de fungi qui, lui, va se multiplier. C'est des moisissures de champignons, et qui va se multiplier, avec lequel on peut faire de la structure. De la structure pour un habitat, peut-être de la structure pour une éolienne. Alors, vous reviendrez dans quelques siècles, voir si on a réussi à faire ça, mais il va falloir penser, on dit en anglais, outside of the box. Yeah. Il va falloir penser, OK, qu'est-ce qu'on peut faire, parce que les technologies présentes ne seront pas toujours adéquates. Et c'est comme ça qu'on évolue dans tous les domaines de sciences. Il faut quand même qu'il y ait de la matière. Pardon? Même pour construire avec des levures. Il faut le kilo. Il faut quand même, au départ, la matière. Oui. Il faut il faut de l'eau, de l'oxygène, de l'énergie. Et du carbone, et de l'azote. Oui. CO2 sur Mars, c'est CO2. Ça existe à Mars, oui. Mais pour le problème, alors, quand j'étais petit et que je travaillais, je m'occupais d'exobiologie et notamment de la recherche de la vie sur Mars. Et donc, la question qu'il y a du gaz, il y a du gaz carbonique, il y en a pas mal, mais pour qu'une forme de vie puisse se développer, il faut de l'énergie, bien entendu, sous forme de lumière, par exemple, si c'est biochimique, si c'est avec de la photochimie, mais il faut aussi d'autres composés. Il faut de l'azote. Pour faire les acides aminés, il faut de l'azote. Pour faire des structures, il faut aussi beaucoup de minéraux qui soient disponibles. Il faut du phosphore, il faut du sodium, il faut du calcium, etc., qui existent sur Mars, mais qui ne sont pas forcément biodisponibles. Parce qu'il faut que... c'est pour ça qu'il faut aller voir. Si on vous donne un caillou... S'il est comme ça, on ne va pas aller loin. Et la vie n'est pas capable. Il y a quelques formes de vie qui sont capables de transformer directement le caillou avec de l'eau et de l'énergie, mais il n'y en a quand même pas beaucoup. Et il faut quand même qu'il y ait de la matière. Donc si on veut faire un voyage, je dirais, hors d'un corps céleste, il faut que tous les ingrédients soient là pour qu'ils puissent être transformés. Donc si on veut faire des centaines de tonnes de structures, il faut envoyer des centaines de tonnes de carbone. Je vous ai pas dit que c'était à point, là, cette technologie-là, au contraire. Mais il faut penser à des façons différentes de faire les choses. Un des problèmes, c'est que
pour les voyages à très long terme, notamment, et c'est l'exemple de voyageurs, c'est que les gens, dès l'instant où on est sorti de la zone où il peut y avoir un intérêt pour l'énergie solaire proprement dite, c'est-à-dire on est capable de capter une quantité de lumière suffisante par mètre carré pour produire de l'énergie, on se tourne vers le nucléaire. Mais le problème, c'est que le nucléaire, c'est pas une énergie stockable. Parce que le nucléaire ne fait que se décomposer. Dans tous les cas, on ne peut pas allumer une pile nucléaire. Même si on ne s'en sert pas, on perd, par la décomposition naturelle de l'uranium ou du plutonium, on perd la quantité d'énergie qu'on veut. Donc, sur du très long terme... La fusion, je vous le dis. Alors, il y a effectivement que la fusion nucléaire, qui est loin d'être maîtrisée actuellement... On est en train de construire un énorme truc, un tokamak. Les Coréens avaient un succès. Ont réussi à faire un petit... Pendant combien? 45 secondes, quelque chose comme ça. C'est vraiment très très bref. Et la quantité d'énergie... Voilà. Bon, on est même pas dans les prototypes. On est dans l'exploration du domaine scientifique. Actuellement. Les frères Wright ont volé pendant 10 secondes, environ 10 mètres maximum en 1903. Et aujourd'hui, nous prenons tous l'avion. Goddard, je pense que sa fusée n'avait pas volé beaucoup plus haut, 30 mètres. Je ne sais pas. Quelques secondes. Alors, je vous assure qu'on va trouver une façon un jour de faire avancer cette technologie. Ce n'est pas du tout le cas. Mais plus il fait froid, plus c'est possible. Alors, puis de l'autre côté, l'avantage de la science de la microgravité, c'est que pour maintenir le plasma, ça va être plus facile. On n'aura peut-être pas besoin d'aussi grandes forces électromagnétiques pour le maintenir. Mais il y a aussi le grand problème qu'on n'a pas vraiment parlé, c'est radiation pour les humains. Alors, voilà, il y a l'énergie dont on a besoin, puis il y a l'énergie qu'on reçoit sous forme de radiation. Alors, on va peut-être finir là-dessus, d'ailleurs, avant de passer à l'éclipse. Alors, les radiations pour puisqu'il y a un projet, dans ce qui est envisagé pour aller rapidement sur Mars, il y a un projet qui serait de prendre un raccourci en faisant un flyby de Vénus. Oui. Alors, est-ce qu'on est prêt à envoyer des astronautes passer au ras de Vénus et à donc 0,7 unités astronomiques du Soleil? Julie? Je crois que non. Alors, quel est le problème des radiations? Non, la radiation. Il y a aussi la chaleur. Ça va être un problème aussi. Être plus proche au Soleil, ça chauffe. Voilà, donc c'est pareil, on sait que ça varie avec le carré de la distance, mais quand on se rapproche, c'est vrai aussi. C'est-à-dire que plus on se rapproche et plus la chaleur va être importante. Alors, ça pose un problème, notamment pour les missions qui vont aller vers Vénus. Il y a Envision, et puis il y a 3 missions qui vont aller vers Vénus. Il y a une mission européenne et 2 missions américaines qui sont en préparation, pas habitées cette fois-ci. Oui. Non, personne ne va aller s'installer sur Vénus. Oui. Mais, et donc actuellement, la NASA travaille sur cette hypothèse, a fait travailler un comité d'experts sur cette hypothèse pour aller plus près, et donc qui oblige à un moment donné, sur un voyage aller ou retour, pour aller vers Mars, pour faire un aller-retour vers Mars, à passer à proximité de Vénus. Peut-être qu'on peut expliquer pour les gens qui ne sont pas familiers avec les conjonctures de pouvoir envoyer des gens sur Mars. C'est qu'il y a 2 options, vraiment. Si vous attendez que Mars et la Terre soient un peu proches l'une de l'autre, puis vous envoyez un petit vaisseau. Le petit vaisseau prend 6 mois pour arriver sur Mars. Pendant ce temps-là, la Terre, qui est sur une orbite plus rapide autour du Soleil, est repartie. Et pour pouvoir la rattraper, l'option de cette méthode-là, ça serait de rester sur Mars 1 mois et de monter dans son vaisseau spatial, puis ensuite passer 1 an et demi à essayer de rattraper la Terre parce qu'elle va plus vite sur l'orbite. Ça, c'est une option. C'est celle qui demanderait de faire un flyby peut-être de Vénus, se rapprocher du Soleil, puis là, on parle de radiation. L'autre option, c'est d'attendre que Mars soit à l'opposé et quand il se réaligne, le vaisseau s'installe et passe plusieurs mois, enfin 1 an et demi peut-être, 500 jours, sur Mars, pendant que tout se réaligne, puis quand ça c'est le temps, on repart, puis c'est un autre 180 jours
c'est-à-dire 6 mois pour revenir. Alors, on passe moins de temps dans le vaisseau spatial. Alors peut-être, M. Vizot, la question à poser aux humains qui feraient une telle mission, c'est qu'est-ce que vous préfériez? Passer 1 an et demi dans un petit vaisseau spatial dans le noir de l'espace à courir après la planète Terre, ou préfériez-vous rester sur Mars pendant cette laps de temps? Terry? Ça, c'est trop long, à mon avis. Ça prend 3 ans pour toute la mission, oui. C'est trop long. Et c'est beaucoup de nourriture, c'est beaucoup de vêtements, c'est beaucoup de spare parts. C'est trop long. Et c'est beaucoup de radiation. Je crois que c'est trop long. Mais nous avons aussi un collègue, Franklin Chang Diaz. Et il a dessiné un moteur electric propulsion. Ionique, oui. Plasma ionique. Yeah. So you need nuclear power in space to get, you need megawatts, not kilowatts, probably 50 megawatts. And if you have that, you can get to Mars in 3 months instead of 6 months. You can spend a month on the surface and then come back in 3 or 4 months. And so the whole mission is about a year environ. And I think that's possible. You could fly in space for a year. Yes. But you can't for 3 years, I don't think. There would be a lot of problems. Bon. Le problème, c'est le mégawatt en orbite. Il You faut said des it mégawatts. earlier. You'd be glowing. I'd be glowing, yes. Ouais, il faut un mégawatt qui protège l'astronaute aussi, parce que un des risques majeurs pour les astronautes en allant sur Mars ou en s'éloignant, disons, de la Terre, de la protection de la magnétosphère terrestre, ce sont les éruptions solaires qui posent un problème Sur Mars, majeur. ça n'existe pas. Il n'y a pas un Il y a pas- non, mais il y a oui. le même problème sur Mars. Oui. Il y a le même problème sur grand Mars, il n'y a problème. aucune Oui. protection. On est un Ouais. peu plus loin, mais il n'y a aucune protection. Ouais. Par contre, pendant le voyage, on peut avoir des émissions qui sont mortelles. C'est Pour pas les gens. juste notre soleil. Il y a des radiations du galaxie. Oui, Qui vient. il y a quelques C'est un supernovas qui peuvent Oui. aussi nous asperger. Non, c'est Non, il y a des constamment. radiations cosmiques constantes, en plus C'est- des Ah oui. particules chargées qui viennent du Soleil. Donc, et là, par contre, il n'y a pas beaucoup de moyens de se protéger contre, Ça, contre c'est les le problème. radiations. Oui, de l'eau, il faut de l'eau. Donc, si on dessine le vaisseau avec de l'eau Autour. sur les murs, Ouais. on the outside, ça protège un petit peu, mais Il faut beaucoup d'hydrogène, notamment pour se protéger contre les noyaux lourds et contre les neutrons. C'est principalement. Donc là, il faut effectivement un truc. Il y a des gens qui envisagent des polymères, mais il faut des quantités phénoménales de polymères pour avoir des quantités Ouais. d'hydrogène. c'est un problème. se Et protéger. il y a aussi un problème dont on n'a pas parlé, on n'a pas de temps. Non, non, là, Ça- il va. Ça, c'est quelque chose que vous savez bien. The planetary protection. Alors, Parce que oui. les gens, nous sommes sales, oui. Il y a, quand on respire, ou juste s'il y a un humain, il y aura beaucoup de biologie laissée en... Alors, on n'a pas le temps d'aborder ça. Ah oui, OK. Là, on peut parler, oui, effectivement. Donc, là, Ouais, j'ai consacré beaucoup de temps à la protection planétaire, et je Ouais. continue d'ailleurs, mais ouais. donc qui est un Mais c'est un autre problème. mais qui n'est pas un Ouais. problème d'énergie. C'est un problème à la fois scientifique et un problème éthique. Oui. D'aborder cette question de la protection planétaire, ne pas rapporter des choses inconnues sur Terre, d'abord, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va rapporter, Oui. et on ne sait pas ce qu'il y a sur Mars. On pense qu'il n'y a pas grand-chose, on pense même qu'il n'y a rien, mais on ne peut pas assurer qu'il n'y a rien, donc on se méfie de ce qu'on va Je rapporter crois de qu'il Mars. faut explorer le Mars un peu plus avant que nous Alors, envoyons il des faut gens. il faut aller vers Mars, mais actuellement, les programmes d'exploration de Mars, il n'y a que le programme de retour d'échantillons qui est actuellement prévu en coopération entre l'Agence spatiale américaine et l'Agence spatiale européenne, donc, dont la base est actuellement le vaisseau, le rover Perseverance, hein, qui collecte des échantillons. Les débats ne sont pas terminés, d'abord pour les ramener, puisqu'ils devaient revenir en 2030, puis 33, peut-être un peu plus tard. Ouais. Et donc, et deuxièmement, leur traitement au sol fait l'objet encore de débats au niveau des Nations Unies, au niveau du comité de protection planétaire de du COSPAR, du Committee for Space Research, au niveau du COPUOS, donc de l'organe des Nations Unies qui s'occupe de l'exploration spatiale. Donc, il y a beaucoup de débats encore à ce sujet. Alors, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ces aspects de l'énergie. Un dernier mot peut-être avant de passer à l'éclipse. Ah oui. Un dernier mot pour conclure. Même chose que j'ai dit plus tôt,
je crois que c'est un moment très charnière pour l'exploration à l'extérieur de l'orbite terrestre et que je dis souvent aux jeunes personnes à qui je parle, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire sur Terre. Il y a beaucoup de travail, mais il faut continuer à quand même mettre une petite parcelle de nos avoirs, de nos efforts, de nos cerveaux dans ce qu'on ne connaît pas, l'exploration, la découverte, parce que c'est ainsi que nous apprenons le mieux et espérons qu'on le continuera à le faire comme avec la Station spatiale internationale en début pacifiste et ensemble. Merci beaucoup donc, pour ces... Terry, ton dernier mot? Terry, un mot? Non, l'électricité, c'est nécessaire. Pour les humains sur la Lune, sur le Mars, il faut kilowatts. Et pour voyager dans le solar system, il faut des mégawatts, oui. Donc, on a quand même beaucoup de défis devant nous pour régler ces problèmes si on veut poursuivre l'exploration et compléter la propulsion chimique par des choses qui sont plus efficaces et avec un meilleur taux de rendement d'une façon générale. Donc voilà, alors, comme on parlait du Soleil, qui est quand même la source primaire d'énergie sur Terre, on va parler du Soleil et donc qui va se cacher pendant quelques minutes. Donc, Julie nous a préparé une présentation. Donc, Julie, allez-y. Alors, je ne sais pas, j'espère que je ne dirai pas des choses que vous connaissez déjà, mais je voulais vous partager un petit peu qu'est-ce qui allait se passer ici dans la région dans quelques jours lors du 8 avril. Alors, j'avais une présentation. On parlait de l'univers et tout ça. Alors, comme je fais ces présentations dans les écoles, je montre cette photo d'une galaxie qui s'appelle un numéro parce qu'il y en a tellement, des centaines de millions, qu'on les appelle avec des numéros. Celle-ci est une galaxie en spirale et si on regardait notre propre galaxie, la Voie lactée, bien, on serait à peu près là, dans un bras éloigné de la galaxie. Puis ensuite, je leur parle d'un trou noir parce que maintenant, on sait que c'est au centre de la galaxie. On est en train de refaire les livres d'astronomie. On trouve... avant, on ne savait pas s'il y avait d'autres systèmes solaires autour d'autres étoiles. Aujourd'hui, c'est tout à fait commun. Et donc, on repense nos choses. Mais ces astres bougent autour de nous. Et comme vous le savez, il va se passer le 8 avril quelque chose d'assez exceptionnel dans notre région. Et c'est une éclipse solaire. Et une éclipse solaire, c'est tout simplement, comme vous le savez, l'ombre de la Lune sur la Terre. Mais comme la Lune est tout petite, elle cache le Soleil parfaitement, seulement dans une petite parcelle de la Terre. Et en tournant autour de la Terre et la Terre qui tourne autour d'elle-même, elle se déplace. Alors, l'éclipse solaire, vous l'avez tous vu, ça a été bien discuté dans les dernières semaines. Vous voyez très bien la zone d'ombre et la zone de pénombre. Et dans l'image que je viens de montrer, qui a été prise de l'espace, on voit très bien que dans la zone noire, donc dans la zone noire, je ne sais pas si ça marche, oui. La personne qui est dans la zone noire, évidemment, va avoir une totalité, alors que toutes les personnes qui sont dans les zones de pénombre vont avoir qu'une éclipse partielle. Par contre, les personnes qui vont voir la totalité vont aussi voir une éclipse partielle, parce que la Lune va commencer à passer devant le Soleil, partiellement, jusqu'à la totalité, puis ensuite elle va sortir du Soleil, partiellement, jusqu'à ce que le Soleil n'ait plus d'ombre complète. N'est-ce pas? Alors, voici l'éclipse partielle. On voit très bien, voyez-vous? On voit très bien la Lune qui s'insère devant le Soleil. Et voici ce qu'une éclipse totale aura l'air et dans la région. Si la Lune n'est pas à son périgée, c'est-à-dire elle n'est pas le plus proche possible du Soleil, de la Terre, elle est plutôt à son apogée, donc plus loin, c'est une éclipse annulaire. Il y en a une à Houston en octobre dernier. Ah oui. Cette photo vient de là. Ici, c'est pour expliquer que les éclipses, ça n'arrive pas tout le temps et que les éclipses solaires sont très rares parce que la Lune n'est pas enlignée parfaitement au niveau de son orbite par rapport à l'orbite de la Terre par le Soleil. On ne le voit pas très bien sur cette image, mais sur celle-ci, on le voit très bien. On voit ici que des fois, la Lune, vous voyez, elle est inclinée par rapport à l'orbite de la Terre autour du Soleil et des fois, elle est trop basse ou trop haute pour l'enlignement sur Terre, et donc on n'a pas d'éclipse solaire. C'est la raison pour laquelle cet événement-là
est rare et quand il passe, on essaye de le voir. Voici la trajectoire de l'éclipse solaire en Amérique du Nord qui partira du Mexique, va traverser 14 États américains, dont le Texas où habite Terry, et qui joindra le sud du Canada, donc à partir de l'Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick jusqu'à Terre-Neuve. Ici, la carte de la totalité. Alors, la zone de totalité n'est pas très grande, elle a un petit peu moins de 200 km. Alors, cette zone ici, c'est la zone où, si on est là et que le soleil et que c'est clair, on va avoir une parcelle de l'éclipse qui va être totale. À Trois-Rivières, qui est ici, vous n'êtes pas dans la zone totale exactement. Alors, si vous voulez voir la totale et qu'il fait beau, prenez le pont La Violette, puis descendez vers le sud pour pouvoir aller observer la totalité. Je vais vous dire pourquoi. Et puis, évidemment, il y a différents endroits au Québec où il va y avoir différentes proportions de couverture du soleil. Avant de vous parler de qu'est-ce que vous allez voir, vous savez très bien, parce qu'on l'a bien dit, qu'il faut des lunettes spéciales pour regarder le soleil. Il faut des lunettes spéciales pour regarder le soleil en tout temps. Et il n'y a aucun danger à regarder le soleil avec ces lunettes spéciales qu'on achète pour $1 sur l'Internet en tout temps. Alors, j'en ai apporté ici pour vous montrer comment c'est d'une facture technologique extrême. Elle est en carton. Et tout ce que c'est un filtre soleil très opaque. Beaucoup plus opaque qu'une lunette fumée. Une lunette fumée ne fonctionne pas. Et lorsqu'on la met, on ne voit plus rien. D'ailleurs, c'est votre test. Si vous achetez sur l'Internet des lunettes solaires et que vous les mettez et que vous pouvez distinguer les détails dans la salle, elles ne sont pas suffisamment opaques. Il y a un standard, mais la plupart d'entre elles l'ont. Alors, quand on les met, on ne voit rien, mais quand on regarde le soleil, on voit le soleil rond, jaune, parfaitement. Et il n'y a aucun danger, pendant une éclipse ou même tout le temps, de vaquer à ses occupations normalement. Parce que, quand vous y pensez, lorsqu'on sort dehors, personne ne regarde le soleil en plein directement. Jamais. Parce que c'est trop lumineux. C'est tout aussi lumineux durant une partielle. Vous ne le regarderez pas plus, le soleil, mais il n'y a pas de danger. Vous pouvez continuer à jardiner, puisque maintenant, on est rendu déjà dans le printemps. Vous pouvez faire ce que vous voulez. L'important, c'est que si vous voulez regarder le soleil aujourd'hui ou pendant une éclipse, vous avez besoin de lunettes solaires. Lorsque vous allez mettre les lunettes soleil, si vous sortez là, maintenant, aujourd'hui, puis que vous pouvez voir le soleil, c'est ce que vous allez voir. C'est un tout petit rond parfaitement jaune. Ça, c'est ce qu'on voit tous les jours avec des lunettes solaires. Lorsque l'éclipse va être totale, on peut ôter les lunettes pendant la petite période de totalité qui dure en général 2 à 3 minutes. La seule fois où ça pourrait être un tout petit peu dangereux, mais même là, c'est vraiment pas très dangereux, c'est lorsque on voit un peu de soleil qui sort de la totalité. Là, il faut remettre les lunettes parce que ça pourrait endommager un tout petit peu, mais ça peut endommager de la même façon qu'un flash endommage, puis qu'on voit un petit point. Et honnêtement, les statistiques démontrent que les dommages oculaires provoqués par l'observation d'une éclipse solaire sont extrêmement rares et très peu probables. Alors, en fait, tout le monde devrait se munir pour pouvoir observer et la partielle des lunettes solaires, puis ceux qui seront dans la zone de totalité, bien, ils les ôteront pour voir la couronne du soleil, puis ils les remettront dès qu'ils verront un petit morceau de soleil. D'ailleurs, il y a des effets parce que la Lune, elle n'est pas parfaitement ronde. Il y a des cratères, il y a des montagnes. Donc, il y a des effets solaires qu'on voit, mais on voit à l'œil nu la couronne du soleil et ça, c'est formidable. Imaginez à quel point les gens devaient être terrifiés quand ce phénomène se produisait, qu'on ne comprenait pas ce qui se passait. Aussi, lorsque vous êtes dans la zone de totalité, au moment où la Lune recouvrera le Soleil complètement, pendant ces 2 ou 3 minutes, on va passer du jour à la nuit.
Et pendant la nuit, si le ciel est clair, vous allez pouvoir voir des étoiles. Et il s'avère que le 8 avril, en plus, nous avons plusieurs planètes d'enlignées. Comme vous voyez, il va y avoir là où va être le Soleil, dans votre vue pendant la totale, vous allez pouvoir peut-être déceler Jupiter, certainement Vénus, qui est très brillante. Mercure, c'est plus difficile à l'œil nu, mais moi, je n'ai pas tenté avec une paire de lunettes en carton. Je les ai mis sur des jumelles. J'ai tapé ça, puis avec des jumelles, on peut voir même les taches solaires. C'est formidable. Alors, il n'y a vraiment pas tant de danger que ça. Ici, il y a une application qui a été faite par la Fédération des astronomes amateurs du Québec qui est formidable. Vous pouvez la downloader sur vos téléphones, iPhone ou Android. Vous pouvez aller sur leur site web. Et comme vous voyez ici, j'ai mis l'adresse du centre de congrès ici à Trois-Rivières. Et c'est ce qui va se passer à Trois-Rivières. Vous avez une éclipse qui va durer 2h21 ici, qui va couvrir le soleil à 99 %. Elle va commencer à 14h16, puis elle va finir à 16h37. Vous n'êtes pas ici, dans la zone de totalité, mais vous allez voir la partielle complète, jusqu'à juste un tout petit croissant de soleil. Alors, ce croissant de soleil, qui représente à peu près 98 %, c'est moi qui ai pris la photo à Houston en octobre dernier, avec un autre petit filtre que j'ai mis sur mon téléphone, parce que lui aussi, il faut faire attention à ses petits yeux. Et puis, j'ai acheté ça pour 15 $ sur l'Internet, un petit filtre avec une application. Et j'ai mis le filtre sur mon téléphone et je pouvais photographier. Cette photo vient de l'annulaire qui a eu lieu à Houston en octobre dernier. Alors, vous pouvez aussi vous improviser photographe scientifique pendant, si vous avez... Mais ne mettez pas votre caméra directement dans le soleil non plus. On ne le fait pas d'habitude. Continuez à faire la même chose qu'avant. D'ailleurs, voici une photo de moi dans le jardin d'un de mes collègues à Houston. Il s'appelle Jeremy Hansen et il s'en va à la Lune l'année prochaine. On était en train de regarder l'éclipse solaire. J'ai mes lunettes, mais pendant que cette photo était prise, on était déjà à 88 %. Comme vous voyez, il fait clair. En totalité, on va passer en noirceur pendant quelques minutes, mais en partiel, même à 99 %, il ne fera jamais noir. C'est la même chose, pensez-y, que lorsque le soleil n'est pas encore levé à l'horizon, il fait déjà clair. C'est le même phénomène. Le soleil étant évidemment beaucoup plus grand que nous et que la Lune. Alors, ici, à Trois-Rivières, il ne fera jamais noir. Mais à quelques kilomètres au sud, si vous y allez, vous allez avoir une zone de totalité. Plus vous êtes dans le centre de la totalité, plus la totalité est longue. Puis plus vous êtes sur le bord de la totalité, plus ça va être quelques secondes. Comme j'ai dit, les éclipses solaires sont rares. Cette année, il y en a une. C'est celle qui passe et traverse l'Amérique du Nord. Donc, on est très choyés. L'année prochaine, il n'y a rien. Il n'y a que des éclipses partielles. En 2026, les Européens, mais particulièrement les Espagnols, sont très chanceux parce que, comme vous voyez, elle va arriver puis elle va traverser la péninsule ibérique. Et puis, si vous voulez vous réserver une croisière en Méditerranée, c'est en 2027 que vous devriez le faire parce que l'éclipse totale, la seule, de 2027, va partir de l'océan Atlantique. Elle va traverser la Méditerranée et elle va tomber ici, dans le canal de Suez, mer Rouge, puis jusque dans l'océan Indien. Alors moi, là, je vous assure que je vais être sur un bateau pas loin en 2027 si la ville me le permet, parce que c'est un phénomène formidable. Les éclipses solaires ne décident pas, selon la géographie, que tout le monde va pouvoir les observer chez eux. Comme on le voit ici, c'est une liste que j'ai eue de Espace pour la vie, le centre naturel à Montréal. À Regina, la dernière fois qu'une éclipse solaire totale est passée au-dessus de Regina, en Saskatchewan, c'était en moins 55 avant Jésus-Christ, donc minus 55 BC. Puis la prochaine fois, ils vont en avoir une. Le 17 octobre 2153, il va s'être passé 2207 ans entre les deux fois où il y a eu des éclipses solaires au-dessus de Regina. Alors, eux autres, ça va leur prendre un petit bout de temps. À Montréal et ici dans la région, je vais vous le montrer dans 2 secondes, mais
À Montréal, la prochaine éclipse solaire va avoir lieu totale. Encore une fois, il va y avoir des partiels. Les partiels, il y en a tout le temps. Il y a toujours moyen de voir une partielle. Mais une totale à Montréal, ça ne sera pas avant le 3 mai 2106. Alors, moi, je ne serai plus là. Je ne sais pas vous autres. Puis, à cause de ça, je ne vais pas manquer celle-ci. Je vais aller là où le ciel est clair, quelque part dans les cantons de l'Est, j'espère bien. Pour Trois-Rivières, comme je vous dis, vous en avez eu une. Dernière éclipse totale, quelques mois avant ma naissance, en juillet 63. Mais la prochaine est en juillet 2205. On en parlait avec le scientifique en chef Rémi Quirion. Honnêtement, je trouve vraiment dommage qu'on n'ait pas utilisé ce phénomène formidable ici, dans notre région, pour faire de l'éducation, pour pouvoir la regarder. On a pris des décisions, entre autres, de fermer les établissements scolaires. Et ceux qui l'ont fait, moi, je trouve ça vraiment dommage parce que c'est une opportunité de comprendre qui nous sommes, où on fit dans toute cette amalgame d'astres et de profiter de cette chose. J'ai suggéré à Rémi qu'on fasse une capsule de temps, qu'on écrive comment on s'est comporté en 2024 par rapport à l'éclipse solaire dans notre région, puis voir dans 2106, quand ils reprendront la capsule, s'ils ont évolué en 87 ans. Alors, manquez-la pas. Honnêtement, c'est formidable, même la partie partielle, extraordinaire. Achetez-vous des lunettes. Puis, ça prend du temps. C'est 2h30 de temps entre le moment où la Lune commence à faire un peu d'ombre, puis qu'elle termine. Donc, même si on avait juste une paire, vous pouvez vous les passer, là. L'important, comme je vous dis, c'est regardez pas le soleil directement avec les yeux, comme vous le faites de toute façon tous les jours. Merci. J'ai peut-être des questions. Wow. Merci beaucoup, Julie. J'ai une question là-bas. Si vous pouvez vous approcher du micro, s'il vous plaît. Merci. On pourrait avoir les questions pour tout. Là, maintenant, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Bon. Ah oui. On a même Est-ce que je m'excuse? Alors, donc, pas de temps pour les questions du tout? Oui. Oui? Ah, bon, écoutez, premièrement, merci beaucoup. C'était une présentation formidable. Je voudrais vous parler du pôle sud de la Lune et de l'hélium 3. J'ai eu l'immense privilège de rencontrer le docteur Krishnamurti Balasubramanian, qui est le scientifique en chef de l'Inde. J'ai passé plusieurs heures avec lui. Il dirige un programme de fabrication de matériaux avancés. Il y a 50 scientifiques, 50 PhD qui travaillent pour lui. Et son équipe et lui ont fabriqué les tuyères qui ont été installées sur le vaisseau spatial qui est allé sur la Lune et les systèmes directionnels. Et je lui ai demandé pourquoi vous avez choisi le pôle sud de la Lune. Il m'a dit, écoutez, parce qu'ils s'en vont directement dans la partie la plus profonde, dans la partie obscure du fameux cratère de la Lune. Et ce qu'il disait, c'est que, premièrement, on veut retrouver les traces de la formation du système solaire, parce qu'il y a eu très, très peu d'interférences, vent solaire et poussière et tout ça. Donc, on va avoir le matériau pratiquement d'origine qui remonte à quelque chose comme 4 milliards d'années. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'était la source d'énergie comme hélium 3. Moi, je ne connais pas ça du tout. Je ne suis pas un ingénieur, je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un mathématicien. Mais mon point, c'est simplement de savoir quel serait l'impact de l'hélium 3. Comment vous verriez ça, non seulement comme source d'alimentation pour la propulsion évidemment spatiale, mais aussi peut-être sur la Terre. Je ne suis pas l'experte de l'hélium 3, mais ce que je sais, puis peut-être que Terry peut m'aider, mais l'hélium 3 c'est le deuxième élément du tableau périodique. Donc, comme l'hydrogène, lorsqu'on le combine avec de l'oxygène, donne énormément d'énergie. Et avec cet isotope particulier de l'hélium 3, qu'on ne trouve pas beaucoup sur Terre, eh bien, les gens pensent qu'on peut utiliser ce type de carburant pour justement, comme ressource pour justement faire de l'énergie et faire de l'électricité. Mais malheureusement, pour l'extraire, pour ensuite le transformer, pour en faire de l'électricité, ça va nous en prendre plus peut-être que ce qui a le bénéfice que ça va nous arriver. D'autres pensent qu'on pourrait extraire l'hélium 3 et le ramener sur Terre. Ça, c'est un autre... encore une fois, est-ce que le bénéfice serait suffisant pour faire ça? Ça demande trop de ressources. Mais l'hélium 3, ça sert dans les composantes électroniques. Est-ce qu'on peut faire ça avec quelque chose d'autre? Moi, je pense que oui, mais...
Oui, c'est une question économique. Et aussi, il y a beaucoup de compagnies aujourd'hui qui font la fusion private. Il y a beaucoup de VC funding maintenant. C'est bien, je crois. Mais Venture capital. mais on ne sait pas si ça va marcher ou non. La grande plupart ne va pas marcher. Donc, il y a des compagnies qui pensent Helium-3, c'est the way to go. Il y a beaucoup des autres qui ont des idées différentes. Je ne suis pas expert en fusion, mais si ça marche et ça peut faire de l'électricité vraiment facilement avec Helium-3, Tant mieux. tant mieux, ça vaut la peine. Mais sinon, c'est vraiment cher. Aller sur la Lune, faire un mining company in 40 degrees Kelvin, and then return it sur la Terre, ça coûte millions de dollars par kilo, je crois. Mais si ça fait de l'électricité facilement, ça vaut la peine. Alors, je suis désolé, il faut qu'on arrête, mais l'hélium-3, c'est des millions de tonnes aussi par kilo d'hélium-3 qu'on peut rapporter, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est de l'implantation qui vient du vent solaire, Ouais. et qui est infinitésimale par rapport à l'hélium-4. Oui. Et l'extraire, le purifier, etc., c'est des quantités phénoménales. Et un des problèmes majeurs de la Lune, dont on a vaguement parlé, c'est la poussière, qui, pour des raisons électrostatiques, va continuer à se maintenir en surface. C'est-à-dire que dès qu'on commence à manipuler du régolithe terrestre, du régolithe lunaire, il y a une poussière qui se répartit partout et qui va probablement proposer des problèmes au niveau industriel Oui. très très importants. If it was easy, somebody would have done it. Yes. Donc merci beaucoup. Oui. Puis merci à Terry à qui parle Terry. vraiment très très bien français. Non, merci. Bravo. Merci beaucoup à Terry qui a je fait sais. l'effort remarquable. Il n'a même pas fait l'effort, il a réussi à faire des interventions à 99% comme une éclipse en français, ce qui est quand même vrai. Et merci beaucoup à Julie. Et merci à tous. Donc on se retrouve à 13h30 pour la suite des débats. Merci beaucoup.